So it's a pleasure for me to introduce Georges Didier Berman of the Centre d'Histoire et Théorie des Arts, which is part of the École des Hautes Études en Sciences Sociales. His talk, during which he'll be drawing on Hannah Arendt, I believe, among others, is entitled Exposition des Peuples. And I just feel like mentioning that we tried hard to find a good translation for this. We tried Exhibition of the Peoples, which doesn't quite hit the mark. Maybe we can get back to that later. I'd be curious to know how the translators deal with that one. Thank you so much for joining us, Georges Didier. Thank you very much. Donc je vais parler en français. Bon, la limite de ce que je vais vous dire, c'est bien sûr pour moi de parler en 30 minutes. Ça y est, ça commence. Et la conséquence, ce sera que mon discours aura deux défauts. L'un, c'est que ce ne sont que des fragments, et l'autre, ce sera que c'est un peu trop général à mon goût. J'essayerai à la fin de vous donner un exemple rapidement. Mais disons que le côté fragmentaire peut coïncider avec le sujet lui-même, puisque il me semble que la question de l'humanité, puisqu'il est question de ça dans ce colloque, ne peut se présenter dans les images que sous forme de parcelles. Mon titre, ce sera Parcelles d'humanité, parcelles, pieces, fragments. Je ne sais pas comment vous traduiriez ça. Et donc, voici mon premier fragment. Les peuples, je dirais, sont exposés. Et on aimerait bien, à notre âge des médias, que cette proposition veuille dire que les peuples sont aujourd'hui plus visibles les uns aux autres qu'ils ne l'ont jamais été. Documentaires, tourisme, marchés commerciaux, télé-réalité. Et on aimerait donc aussi pouvoir signifier avec cette phrase « les peuples sont exposés » que les peuples sont aujourd'hui mieux représentés qu'autrefois, alors à la fois au sens esthétique et aussi bien sûr au sens politique, une éventuelle victoire des démocraties aidant. En fait, ce dont je parle, ce n'est ni plus ni moins que le contraire exactement. Je crois que les peuples sont exposés en ce qu'ils sont justement menacés dans leur représentation. Je pense qu'on dit en anglais exposé à un danger, hein, on dit ça. Les peuples sont exposés en tant qu'ils sont menacés politiquement, esthétiquement, voire même, bien sûr, comme cela arrive souvent, dans leur existence même. Les peuples sont donc toujours exposés à disparaître. Donc la question, c'est que penser, que faire, que répondre à cet état de perpétuelle menace. Comment faire pour que les peuples s'exposent à eux-mêmes et non pas à leur disparition, et comment faire pour que les peuples apparaissent, pour que les peuples prennent figure. Deuxième fragment. Peut-être je vais parler 10 minutes, je ne sais pas. Les peuples sont exposés à disparaître parce qu'ils sont, et c'est un phénomène très flagrant aujourd'hui, insupportable, triomphant. Les peuples sont exposés à disparaître parce qu'ils sont sous-exposés dans l'ombre de leur mise sous censure. Ou alors, c'est selon, mais pour moi c'est pour un résultat équivalent, ils sont surexposés dans la lumière de leur mise en spectacle. La sous-exposition nous prive des moyens pour voir tout simplement ce dont il pourrait être question. Par exemple, il suffit de ne pas envoyer un reporter photographe ou une équipe de télévision sur les lieux d'une injustice quelconque, que ce soit dans les rues d'Arles ou à l'autre bout du monde, pour que cette injustice ait toute chance d'aboutir à ses fins en demeurant impunie. Mais la surexposition ne vaut guère mieux,
On sait très bien que trop de lumière aveugle. Et les peuples exposés au ressassement stéréotypé des images sont eux aussi des peuples exposés à disparaître. Par exemple, le pauvre petit peuple des téléréalités qui s'esclaffe devant la caméra, croit sincèrement briller, bientôt pleurera, toujours sous contrat, perdant programmé, avant de disparaître dans les poubelles du spectacle. Il est probable que les historiens du futur aient à s'interroger et à s'étonner d'un état de fait qui réunit ainsi surexposition et sous-exposition dans la même image des peuples contemporains. Il y a aujourd'hui d'innombrables photographies et d'innombrables séquences télévisées où les gens, comme on dit, les gens, s'exposent, mais ils sont floutés, comme on dit. Il faudra un jour questionner la symétrie qui, vue de loin, réunit les censures émanant de systèmes politiques se proclamant complètement opposés les uns des autres. D'un côté, les visages voilés, de l'autre, les visages floutés. Et pour ce qui s'agit des visages floutés, on ose, c'est une antiphrase, je trouve, cynique ou inconsciente, on ose parler de droit à l'image. C'est important ça, le droit à l'image. L'image entretient un rapport anthropologique de très très longue durée. C'est même inhérent au concept même, au mot même, imago. Je parle du mot latin, non pas de eikon. Je parle du mot imago, du mot latin. L'imago, l'image, entretient un rapport anthropologique de très longue durée avec la question du droit civil, de l'espace public, de la représentation politique. Ce droit faisait de l'imago romaine, à l'époque républicaine, une prérogative inséparablement liée à la dignitas républicaine, donc. Or, ce droit est devenu plus que jamais, dans la fameuse expression droit à l'image, une question de propriété privée. C'est-à-dire, tout simplement, le contraire d'une dignité républicaine. Par exemple, il faut savoir qu'il était juridiquement impossible et interdit, à l'époque des Romains, d'acheter une image. L'image ne s'achetait pas. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas acheter votre dignité. Vous ne pouvez pas vous attribuer à vous-même votre dignité. Dans une brève mais très incisive réflexion sur ce problème du droit à l'image contemporain, Jacques Rancière, c'est un texte de 1999, a montré comment, dans le contexte actuel, la dignité monnayée par l'intermédiaire du droit à l'image, comme on dit, se trouvait brutalement rabattue sur une question de propriété privée de l'image, alors même que des communautés, ce n'est pas la propriété privée, c'est des communautés qui, elles, étaient privées d'image, ces communautés-là étaient exposées à disparaître corps et biens sous la loi de la terreur militaire. Évidemment, 1999, c'est l'époque de la guerre en Yougoslavie. Et Rancière écrit « Ce que les génocides et les épurations ethniques nient, c'est en effet un premier droit à l'image antérieur à toute propriété par l'individu de son image, c'est-à-dire le droit à être inclus dans l'image de la commune humanité. On ne s'attend guère à voir les victimes kosovares venir demander des indemnités pour la publication de leur image dans la presse française. » Fin de citation. Je pose la question de façon plus générale. Comment les peuples sont et seront regardés ? Comment le sont-ils ? Comment le seront-ils ? Où en est par exemple la tradition photographique documentaire, celle qui nous a rendu accessibles les visages des peuples de Weimar, je pense à August Sander bien sûr, de l'Amérique pauvre, je pense à Walker Evans bien sûr, du Paris nocturne, Brassailles, ou du Mexique révolutionnaire, Manuel Alvarez Bravo. Nos peuples seraient-ils devenus, mais par quelle malédiction de l'image, des peuples sans visage ? Question.
Troisième fragment. Je commence par une citation d'un philosophe, Étienne Tassin, qui commente, à mon avis très très bien, la théorie politique de Hannah Arendt. Le texte de Étienne Tassin s'intitule « La question de l'apparence ». Tassin écrit « L'espace public doit être défini comme un domaine d'apparition pour la parole et pour l'action. On devrait ajouter aussi et pour l'image. Nous ne sommes pas condamnés à l'apparence et donc nous ne sommes pas non plus condamnés à une prétendue authenticité. Être et apparence sont réellement une même chose. Il n'y a de politique que d'apparence et là justement est sa noblesse. Le rapport de l'être à l'apparence ne doit pas être compris comme un rapport mimétique, mais il ne doit pas l'être non plus dans une opposition du caché et du présenté, du sceller et de l'exhiber. La politique est toujours du côté de ce qui se présente. Cette présentation est aussi étrangère à une problématique de la représentation au sens classique qu'à une problématique de l'irreprésentable. Fin de citation. C'est une paraphrase un petit peu de textes élémentaires, je dirais presque, écrit par Hannah Arendt dans son petit livre « Qu'est-ce que la politique ?» Hannah Arendt a très simplement répondu à propos de cette question « Qu'est-ce que l'apparaître des peuples ?» en évoquant 4 paradigmes que je résume juste pour rappeler peut-être. Probablement vous connaissez déjà ces textes. 4 paradigmes. Visage au pluriel, multiplicité bien sûr au pluriel, différence au pluriel, intervalle au pluriel. Visage bien sûr, parce que les peuples ne sont pas des abstractions, qu'ils sont faits de corps parlants et agissants. Et que donc ils présentent, ils exposent leur visage. L'un de ceux qui sait le mieux faire avec ça, c'est Pasolini, évidemment. C'est sa façon de filmer, en particulier, ses figurants. Ce que je vous raconte ici, ce sont des petits morceaux d'un travail sur les figurants. Extras, en anglais, mais le mot français est beaucoup plus beau. Figurant, parce qu'il y a la question de la figure. Deuxième paradigme, multiplicité. Tout cela, ça fait une foule innombrable de singularités, de mouvements singuliers, de désirs singuliers, de paroles singulières, d'actions singulières. Et tout cela fait quelque chose dont aucun concept ne saura faire la synthèse. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas dire l'homme ou le peuple, mais bien les hommes, les peuples. Hannah Arendt explicite cette pensée à propos de l'homme, les hommes. Je pense qu'il faut dire la même chose avec le peuple, les peuples, et je pense aussi qu'il faut dire la même chose avec l'image, les images. Hannah Arendt écrit ceci. La politique repose sur un fait, tout simplement, la pluralité humaine. Dieu a créé l'homme, les hommes sont un produit humain terrestre, le produit de la nature humaine. C'est parce que la philosophie et la théologie s'occupent toujours de l'homme qu'elles n'ont jamais trouvé aucune réponse philosophiquement valable à la question « Qu'est-ce que le politique ?» Fin de citation. Troisièmement, l'apparaître politique est donc une apparition de différence. Je cite encore les phrases élémentaires de Hannah Arendt. La politique traite de la communauté et de la réciprocité d'être différents. La diversité originelle est d'autant plus efficacement anéantie que l'égalité essentielle de tous les hommes est détruite dès lors qu'il s'agit de l'homme. Je vais peut-être la relire, cette phrase. La diversité originelle est d'autant plus efficacement anéantie que l'égalité essentielle de tous les hommes est détruite dès lors qu'il s'agit de l'homme. Penser la communauté et la réciprocité de ces êtres différents revient donc finalement à penser l'espace politique comme un réseau d'intervalles, c'est le 4e paradigme,
qui a joint ces différences entre elles. Hannah Arendt, la politique prend naissance dans l'espace qui est entre, c'est Zwischenraum en allemand, entre les hommes, donc dans quelque chose qui est fondamentalement extérieur à l'homme. Il n'existe donc pas de substance véritablement politique. La politique prend naissance dans l'espace intermédiaire et elle se constitue comme relation. Je signale que les pensées aujourd'hui politiques en France, notamment celle de Jean-Luc Nancy, à partir de Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy et Jacques Rancière sur la question du partage, peuvent toutes pratiquement se déduire de cette très simple notation de Hannah Arendt. J'ajoute aussi que sur le point de vue de l'esthétique, du discours sur l'art, cette insistance d'Hannah Arendt sur les intervalles justifie qu'on revienne à ce que Aby Warburg appelait justement une iconologie des intervalles. Zwischenraum. Quatrième fragment. Combien j'en ai? Ça va. Je vais être en avance. Il s'agirait alors, pour nous, pour un photographe, pour un artiste, pour un cinéaste, de faire en sorte qu'apparaissent, et je dirais malgré tout, je dis malgré tout en référence à Hannah Arendt une fois encore, dans ce texte magnifique qu'elle a écrit sur la question de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité dans les sombres temps? Sombres temps qui sont une expression de Bertolt Brecht. Alors, ce discours de Hannah Arendt concerne Lessing, mais je pense qu'il faudrait le lire en ayant à l'idée tout artiste qui essaye de faire un travail sur ces questions-là. Faire en sorte qu'apparaisse, malgré les sombres temps, une forme singulière, la forme d'une parcelle d'humanité. C'est l'expression employée par Hannah Arendt. Une parcelle d'humanité, si humble soit-elle, au milieu soit des ruines, soit de l'oppression, soit du cynisme, soit du découragement. C'est là qu'on peut revenir à cette politique de l'amitié, c'est fondamental chez Hannah Arendt, qu'elle analyse si bien, notamment dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, sans omettre d'en prolonger la trajectoire jusqu'à Bertolt Brecht, Walter Benjamin ou Franz Kafka. Hannah Arendt écrit dans ce texte magnifique, partout où réussit à cette époque une pareille amitié, partout où elle fut maintenue dans sa pureté, c'est-à-dire sans faux complexe de culpabilité d'un côté et faux complexe de supériorité ou d'infériorité de l'autre, une parcelle d'humanité, dans un monde devenu inhumain, s'est trouvée réellement accomplie. Fin de citation. Donc, accomplir une parcelle d'humanité, voilà ce qu'une œuvre d'art, à condition qu'elle rende, je reprends les termes de Hannah Arendt toujours, mais ce sont les mêmes en fait que ceux de Walter Benjamin, notamment dans le texte sur le narrateur, le conteur. À condition qu'elle rende l'histoire racontable, à condition qu'elle produise, comme dit Hannah Arendt, l'anticipation d'un parler avec d'autres. Ce que reprend sans le savoir Deleuze, par exemple, quand il parle du peuple qui manque. Mais il en parle en citant Kafka, donc tout ça marche très bien. Lorsqu'elle évoqua cette capacité de l'art, dont elle disait bien que c'est sa capacité en tant que humanitas, on pourra revenir dans la discussion sur cette question de l'humanisme que vous avez soulignée. Hannah Arendt avait bien sûr en tête des grandes œuvres poétiques, Eschyle, Bertolt Brecht, Lessing, Kafka, Shakespeare, René Char. Nous pouvons tout aussi bien, aujourd'hui,
interroger la production d'œuvres visuelles à l'aune de cette même exigence. Accomplir une parcelle d'humanité en faisant une image. Comment est-ce encore possible à une époque qui semble si loin des désastres de Goya ou même de Guernica de Picasso? En fait, ce qu'il faut faire, c'est trancher dans le paradoxe de l'histoire. Ça ouvre une discussion avec ce que vous avez appelé l'indétermination, en fait. Entre l'impossibilité d'une histoire intégrale et la vanité d'une histoire universelle, celle que Benjamin fustige dans ses thèses. Mais il faut trancher dans ce paradoxe de l'histoire et on ne peut le faire qu'en réexposant toute chose, en procédant à un remontage perpétuel. Notamment un remontage, je joue sur les mots bien sûr en français, des temps perdus tels qu'ils surgissent à l'instant du danger. Je suis en train de mélanger Proust et Benjamin, peu importe. C'est ce que bien sûr proposait Benjamin dans son livre des passages, fondé sur la méthode, disait-il, du montage littéraire, qui ne dit ni ne démontre, mais qui montre et expose justement les mouvements de sa propre matière historique. C'est ce qu'ont tenté à leur façon des écrivains comme Claude Simon, par exemple, ou Sebald. C'est ce que tente dans leur montage documentaire Péléchian, par exemple, dans notre siècle, Basilio Martín Patino dans les Canciones para después de una guerra, Jean-Luc Godard, Histoire du cinéma, Gianni Kian et Ricky Lucchi dans leur montage du pôle à l'équateur, ou bien Aaron Farocki dans les Bilder der Welt und Inschrift des Krieges. Je vais donner un petit exemple pour finir, qui me vient à l'esprit, qui me semble correspondre à ce mouvement-là. C'est un film qui s'intitule The Last Silent Movie, qui est une œuvre de Susan Hiller, dont le travail, sans doute vous le savez, interroge depuis longtemps les conditions ou les apories du témoignage et de l'archive. Ce film présente un dispositif très simple, que je trouve assez admirable, pour cette paradoxale exposition des sans-noms, qui est l'enjeu de la question que je pose, qui est la question que je pose. Il s'agit d'un film, donc l'écran est tout noir, il n'y a pas d'image. L'image, c'est juste les sous-titres qui apparaissent en bas, traduisant des paroles qu'on entend sur la bande-son, et qui sont toutes des paroles à nous, en général, je suppose, incompréhensibles, et aux inflexions très étranges à nos oreilles. C'est un montage où s'exprime, où s'explique, psalmodie, raconte, rit, se lamente, chante, etc. 25 locuteurs de 25 langues disparues ou en voie de disparition. Je signale d'ailleurs que sur les 6912 langues parlées aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais c'est un chiffre qui a été donné, je crois, par l'UNESCO en septembre 2008, donc c'est déjà fini. La moitié aura disparu avant la fin du XXIe siècle. Statistiquement, une langue disparaît de la planète tous les 10 jours. Une langue. Alors, dans l'exemple de Susan Hiller, c'est le Wayama du Timor oriental, le Xhokleng de Turquie, le Kolyma Yukagir de Russie. Et je finis en disant que nous frémissons, nous, particulièrement dans ce milieu où nous vivons, nous frémissons de constater le nombre très important de langues, Lenape, Potawatomi, Wampanoag, Klalom, Blackfoot, Cajun,
comanche, ces langues qui disparaissent sur le territoire même, les États-Unis d'Amérique, où fleurissent par ailleurs tant de mémoriaux, tant de bibliothèques universitaires merveilleuses, tant de musées. Je vous remercie.